Voici une sélection des morts les plus épiques de l'histoire. C'est parti. Numéro 1. Benkei. Notre histoire se déroule au Japon au XIIe siècle, une époque marquée par l'instabilité politique, les guerres claniques et l'émergence du système des samouraïs. Dans cette période troublée, les rues de Kyoto sont animées par les allées et venues de moines, de marchands et de guerriers. Parmi eux, un homme se distingue, un moine bouddhiste du nom de Benkei. Contrairement aux moines ordinaires qui prônent la paix et la méditation, Benkei attire les regards pour sa stature exceptionnelle et son apparence peu conventionnelle. Mesurant 1,98 m, il domine une population dont la taille moyenne avoisine 1,70 m. Son naginata, une arme imposante à mi-chemin entre une épée et une lance, renforce encore son allure de géant. Mais ce n'est pas seulement son physique qui fait de lui une légende. Son regard farouche et son comportement trahissent une âme plus proche du champ de bataille que du calme des monastères. Benkei appartient à l'ordre des Sohei, les célèbres moines guerriers du Japon médiéval. Ces derniers, loin d'être pacifiques, étaient souvent impliqués dans des conflits armés pour protéger leurs temples ou s'engager dans des luttes de pouvoir. Entraîné aux arts martiaux dès son plus jeune âge, Benkei devient rapidement un redoutable combattant. Au fil de ses expériences, Benkei développe une profonde aversion pour les samouraïs. Il les considère comme arrogants et indignes de leur statut privilégié dans la société. Leur obsession pour l'honneur lui paraît vaine et il décide que le Japon se porterait mieux sans eux. Cette conviction le pousse à entreprendre une quête audacieuse, défier et vaincre 1000 samouraïs, leur arrachant leurs armes comme trophée. Ce gars était l'archétype du personnage principal de Shonen. Durant plusieurs années, il arpente le pays accumulant les victoires et les épées. Chaque duel est pour lui une épreuve, un pas de plus vers son objectif. Après des centaines de combats, Benkei devient une figure redoutée et respectée. Les samouraïs qui l'affrontent tombent les uns après les autres, incapables de rivaliser avec sa puissance. Pourtant, à travers cette quête, un sentiment de solitude commence à l'habiter. La nuit où débute notre récit, il a déjà rassemblé 999 épées et cherche son ultime adversaire. Alors qu'il traverse le sanctuaire de Negoro Tenshin, une douce mélodie de flûte brise le silence de la nuit. Intrigué, Benkei suit le son et découvre un petit samouraï frêle assis sous un arbre, jouant calmement de son instrument. Le contraste entre cet homme maigrichon et l'idée qu'il se fait d'un guerrier l'amuse. Cependant, son attention est rapidement captée par le katana magnifiquement ouvragé que le samouraï porte à sa hanche. Cette épée, pense-t-il, serait parfaite pour compléter sa collection. Benkei s'approche et défie le samouraï en duel à mort. Contre toute attente, l'homme accepte sans hésitation. Ensemble, ils marchent jusqu'au pont de Gojo, un lieu symbolique qui deviendra le théâtre de nombreux récits épiques. Lorsque le combat commence, Benkei, plein de confiance, charge avec toute la force de son imposante carrure. Mais en quelques mouvements précis et fluides, le samouraï le désarme et le terrasse. Benkei, abasourdi et épargné par son adversaire, qui tourne les talons et s'éloigne sans mot. Humilié, Benkei rumine sa défaite. Comment un homme aussi frêle a-t-il pu le vaincre alors qu'il a triomphé de guerriers bien plus imposants? Son étonnement se transforme rapidement en obsession. Il traque le samouraï dans toute la ville et finit par le retrouver. Une nouvelle fois, il le défie en duel et une nouvelle fois, il est vaincu en un instant. Cette seconde défaite brise Benkei. Reconnaissant la supériorité de son adversaire, il s'agenouille devant lui et jure de devenir son plus loyal serviteur. Ce samouraï n'est autre que Minamoto Yoshitsune, un jeune chef de guerre du célèbre clan Minamoto. Ensemble, ils entament une relation de maître et disciple, mais aussi d'amis inséparables. Yoshitsune et Benkei s'engagent dans la guerre de Genpei entre les années 1180 et 1185, une série de conflits opposant le clan Minamoto et Taira pour le contrôle du Japon. Pendant ces batailles, Benkei se distingue par sa bravoure et sa force, tandis que Yoshitsune révèle un génie stratégique. Leur victoire finale à la bataille de Dan no Ura marque la fin du clan Taira et l'ascension des Minamoto au pouvoir. Cependant, après la guerre, les rivalités internes fracturent le clan Minamoto. Yoritomo, demi-frère de Yoshitsune, devient shogun mais voit son frère comme une menace. Traqué,
Yoshitsune et Benkei trouvent refuge auprès du clan Fujiwara. Mais la trahison finit par les rattraper. Le 15 juin 1189, au château de Koromogawa, Yoshitsune et Benkei sont encerclés par 500 soldats envoyés par Yoritomo. Les forces sont désespérément inégales. Les hommes de Yoshitsune se battent avec acharnement. Alors que la situation devient critique, Yoshitsune décide de se retirer pour accomplir le rituel du seppuku. Avant de partir, il confie une dernière mission à Benkei, tenir le pont et retarder l'ennemi. Benkei se poste sur le pont, seul face à l'armée. Vague après vague, il repousse les assaillants, transformant le pont en un champ de bataille jonché de cadavres. La légende raconte qu'il abat jusqu'à 300 ennemis ce jour-là. Devant cet homme invincible, les soldats hésitent, ils sont terrifiés. Ne parvenant pas à le vaincre, les archers sont appelés. Une pluie de flèches s'abat sur Benkei, mais il reste immobile, comme une statue. Les soldats n'osent avancer, croyant qu'il est toujours en vie. Finalement, deux hommes s'approchent avec précaution et découvrent que Benkei est mort, figé dans une posture de défi. Même dans la mort, Benkei a protégé son maître et retardé l'ennemi assez longtemps pour que Yoshitsune accomplisse le seppuku avec honneur. Le courage et la loyauté de Benkei font de lui une figure légendaire de l'histoire japonaise. Son dernier combat incarne l'idéal du sacrifice au service de l'honneur, et son nom reste gravé dans les mémoires comme celui d'un homme prêt à tout pour protéger ceux qu'il aime. Quel homme! Mais en parlant d'homme, voulez-vous entendre l'histoire d'un dentiste qui est devenu un héros de la Seconde Guerre mondiale? C'est parti. Numéro 2. Ben L. Salomon. Ben Salomon est né le 1er septembre 1914 à Milwaukee, Wisconsin, dans une famille modeste et travailleuse. Dès son plus jeune âge, il se distingue par son esprit curieux et son envie de servir les autres. Après des études brillantes au lycée, il décide de poursuivre sa passion pour les sciences médicales et intègre l'Université de Californie du Sud pour devenir chirurgien dentiste. Ce choix peut sembler anodin, mais pour Ben, soigner les autres était plus qu'un métier, c'était une vocation. Dentiste talentueux, il ouvre rapidement son cabinet où il gagne la confiance et le respect de sa communauté. Pourtant, son quotidien paisible bascule en 1941 lorsque les États-Unis entrent en guerre. Comme des milliers d'Américains, Ben sent qu'il doit faire sa part et décide de s'engager dans l'armée. Ce choix va changer son destin. En 1940, Ben rejoint l'armée en tant que dentiste militaire. Il est affecté au 105e régiment d'infanterie où il passe ses journées à soigner les soldats blessés. Mais Ben ne se contente pas de rester à l'arrière. Non, c'est trop facile. Lors des entraînements, il s'illustre par son habileté avec les armes et sa capacité à garder son sang-froid sous la pression. En 1942, ses supérieurs le nomment commandant d'un peloton d'infanterie, une promotion rare pour un dentiste militaire. Même si Ben retourne à ses fonctions médicales par la suite, il montre déjà des qualités qui le distinguent. Courage, leadership et un sens profond du devoir. En juin 1944, l'île de Saipan dans le Pacifique devient le théâtre d'une bataille acharnée. Les forces américaines, après un débarquement sanglant, doivent neutraliser une garnison japonaise bien retranchée. L'enjeu est stratégique. Contrôler Saipan ouvrira la voie pour frapper directement les îles japonaises. Mais les soldats japonais, fidèles au code du Bushido, refusent de se rendre, préférant mourir plutôt que de le faire. Ce contexte mène à l'une des charges Banzai les plus massives de la guerre. Le 7 juillet 1944, près de 4000 soldats japonais, armés de baïonnettes, grenades et sabres, se jettent sur les positions américaines. Ben Salomon, alors chirurgien dentiste du 105e régiment d'infanterie, se trouve dans une tente médicale située près de la ligne de front. Sa mission, soigner les blessés graves et stabiliser les soldats pour les évacuer. Mais ce jour-là, tout bascule. Alors que Ben est occupé à soigner des blessés, les lignes américaines cèdent sous l'intensité de la charge Banzai. La tente médicale est soudainement envahie par des soldats japonais. Selon les témoignages, Ben réagit immédiatement.
Il interrompt son travail, tue un soldat japonais qui venait de poignarder un patient, puis neutralise 3 autres ennemis qui tentent d'entrer. Comprenant que la situation est désespérée, il donne un ordre à son équipe médicale. Évacuez les blessés, je vais les retenir. Ben récupère un fusil d'assaut et plusieurs boîtes de munitions, puis se poste à l'entrée de la tente. Ce qui suit est une défense héroïque. Il abat vague après vague d'assaillants, permettant à ses camarades d'évacuer les blessés vers des positions plus sûres. Les rapports militaires rédigés après coup révèlent des détails saisissants. Lorsque son corps est retrouvé le lendemain, Ben est mortellement blessé, entouré de près de 98 ennemis abattus. Son arme principale est vide et il a manifestement continué le combat avec sa baïonnette. Sa position défensive montre qu'il n'a jamais reculé. La bataille pour Saipan se termine avec une victoire américaine, mais à un coût terrible. Près de 30 000 soldats japonais et civils perdent la vie contre 14 000 pertes américaines. Ben Salomon, malgré son sacrifice héroïque, n'est pas immédiatement reconnu. Les conventions internationales de la Croix-Rouge stipulent que les médecins et personnels médicaux ne doivent pas être impliqués dans des combats offensifs. Cet aspect devient un obstacle à sa reconnaissance. En 1945, le commandant de Ben, le colonel William O'Brien, recommande qu'il reçoive la Medal of Honor, mais la demande est rejetée. La raison est que ses actions pourraient être perçues comme contraires à la Convention de Genève, bien qu'il ait agi en défense légitime pour protéger les blessés. Pendant des décennies, l'héroïsme de Ben reste dans l'ombre, mais ses anciens camarades et plusieurs officiers n'abandonnent pas. Ils continuent de plaider pour une reconnaissance officielle. C'est en 1998 que le processus est relancé. Le docteur Robert West, dentiste militaire et historien, découvre les détails de l'affaire et s'investit personnellement pour corriger cette injustice. Grâce à ses efforts et au soutien de hauts gradés, le dossier est réexaminé. En 2002, après une longue bataille bureaucratique, le président George W. Bush décerne enfin la Medal of Honor à Ben L. Salomon à titre posthume. Ce moment répare une erreur historique et inscrit son nom parmi les héros immortels de la Seconde Guerre mondiale.